Donc aujourd'hui, on est ici aux Oniriques pour parler de toi et principalement des Nuages de Magellan. Voilà, donc le livre qui est en lice pour le PLIB de cette année. Voilà. Tu es très bien. Merci déjà, beaucoup, et voilà. je suis ravie qu'il y soit. Voilà, déjà félicitations. Déjà, donc moi, j'ai lu déjà 3 romans de toi. Celui-ci, Les Seigneurs de Bohême et La Voix des Oracles. Et effectivement, c'est 3 romans très différents. Oui. Souvent, effectivement, les auteurs ont un style préférentiel. Pour l'instant, les 3 romans que j'ai lus de toi, c'était vraiment 3 styles très différents. Ça te plaît, merci ça beaucoup. t'inspire Non, parce que justement, j'aime bien. Je trouve que l'imaginaire, on a un monde qui est hyper riche, hyper vaste, et donc j'aime beaucoup pouvoir l'explorer complètement. En fait, j'aime bien aller dans plein d'univers différents, et je trouve qu'on est dans des littératures qui permettent ça, et aussi ce qu'on a. On en parle avec des auteurs par moment de générations d'avant, et j'ai l'impression qu'il y a une époque où quand même les lecteurs, quand ils suivaient un auteur, ils cherchaient un peu toujours le même genre de livre. Et maintenant, au contraire, les lecteurs d'aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que vous en parlez, mais ce qui est cool, c'est que on peut faire des livres super différents les uns des autres. Et au contraire, les lecteurs, ils accrochent. Enfin, moi, j'ai souvent la réaction de lecteurs qui me disent « Ah, c'est bien parce que tous tes romans, ils sont différents, en fait. » Et ça, c'est quelque chose qui existe maintenant et qui est une des grandes... Voilà, un des grands avantages qu'on a à vivre maintenant, à être auteur ou autrice maintenant dans l'imaginaire, cette curiosité-là des lecteurs. Et le fait que vous êtes prêts à nous suivre dans plein d'aventures différentes. Et quand j'ai sorti mon tout premier roman, qui était Porcelaine, qui était en Chine ancienne, et qu'après je suis allée dans d'autres univers, il y a certains éditeurs un peu old school qui m'ont dit « Non mais tu vas tuer toute ta carrière, tu vois, t'es connu pour la Chine ancienne, donc maintenant tu fais le Vietnam, le Laos, le Cambodge, et tu vas pas ailleurs. » Alors déjà, ma carrière, déjà maintenant j'ai pas une énorme carrière à tuer, mais à l'époque c'était encore moins. Et puis surtout, je leur ai dit « Mais ce qui me gênerait, ça serait d'aller vers les lecteurs et de leur dire... Regardez, j'ai fait le même roman que la dernière fois, mais achetez-le quand même, prenez quand même du temps pour le lire, quoi. » Et c'est ça qui me gênerait vraiment. C'est en fait, quand je présente un roman au lecteur, je vais pouvoir leur dire, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais en tout cas, je sais que j'en ai pas écrit des comme ça avant. Je sais que c'est une nouvelle histoire. Je sais que ça a une raison d'être. Voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà. Bah, continue, parce que pour l'instant, ça nous plaît. Donc, mais justement, voilà, c'est le projet. bien, j'ai de nouveaux univers en tête où je ne suis pas encore allée. Alors, quelle nouvelle... Est-ce que juste l'univers, la direction générale de ton nouvel univers? Alors, en fait, là, je viens juste de sortir d'une énorme écriture. Oui. Le deuxième dans l'univers de Bohême, qui, je jure, n'était pas prévu. Je jure. C'était vraiment un one-shot à la base. Donc, il a été énorme, il a été assez gros, très, très intense. Donc, c'était super cool. En même temps, j'avais plus de vie, mais c'était génial. Donc, c'était une super aventure. Mais pour moi, justement, dans le deuxième de Bohême, je suis allée jusqu'au bout de ce que j'avais à dire pour l'instant en fantasy. Bohême, c'est de la fantasy pure et dure, pour ceux qui n'ont pas lu. Et je suis vraiment allée jusqu'au bout de ce que j'avais à dire en fantasy. Donc là, je reprends doucement de nouvelles écritures, mais je vais aller clairement dans d'autres univers. Des univers avec plus de base réaliste. Donc voilà, de revenir à de l'historique fantastique, peut-être aller du côté de l'urban fantasy, sans loup-garou. Quoique. Et j'aime bien les loups-garous par ailleurs. Oui, voilà, c'est des loups-garous très sympas. Et puis aussi, peut-être, mais ça, c'est vraiment pas pour tout de suite, on commence doucement à réfléchir à peut-être faire un autre space opéra. Voilà. Bien. Qui se passerait dans le même univers que Magellan, mais vraiment pour le coup à une autre époque, avec d'autres personnages. Peut-être à l'époque de la grande piraterie. Il y a déjà des lectrices qui ont demandé. Donc voilà. Justement, ça tombe bien. C'est une bonne idée. Voilà. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite, parce que là, on a à peine commencé à en parler avec la directrice de collection, mais on a toutes les deux... ça s'est vraiment bien passé, le travail ensemble. On voulait toutes les deux aller dans les mêmes directions. On a énormément bossé, mais on a adoré le faire. Donc, j'aimerais beaucoup retravailler avec elle, et je pense que c'est réciproque. Voilà. Justement, donc, en parlant de l'univers des Nuages de Magellan, donc moi j'ai lu donc 2 nouvelles. J'avais lu Orne dans l'anthologie des Imaginales, je ne sais plus quelle année. Effectivement, donc il se passe dans le même univers. C'est ça. Voilà, avant. Ouais, bien avant. Que j'ai écouté aussi d'ailleurs, dans une version où tu parles. Voilà, où il y a plein de gens bien qui parlent. Voilà, plein de gens bien qui parlent. Voilà, dont toi. C'était marrant d'entendre ta voix sur un de tes personnages. C'était très chouette expérience. Voilà. Et j'ai lu aussi donc une nouvelle dans la dernière anthologie des Imaginales, Elle a tes yeux. Ouais. Voilà, qui se passe dans le même univers aussi. Oui. Voilà, et qui effectivement m'a beaucoup fait penser. Alors autant Orne, effectivement, j'ai dû relire un peu la nouvelle parce que j'étais pas certaine
que c'était le même univers, parce qu'effectivement, je n'avais pas retenu tous les noms. Oui, voilà. Autant celle-ci, tout de suite, notamment, effectivement, tout ce qui est attrait au cyborg, la quête d'identité. Est-ce que c'est une âme, un corps, est-ce que c'est les deux, ça m'a tout de suite connecté effectivement avec les nuages de Magellan. Enfin, voilà, c'est vraiment le thème. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans les nuages de Magellan. C'était toute cette recherche d'identité, de jouer sur les corps, C'est en fait une chose dans la science-fiction qui m'intéresse, mais dans l'imaginaire en général, c'est les personnages. Pour moi, c'est vraiment là que partent des histoires, parce qu'on se dit, dans la SF, dans la science-fiction, oui, on crée des mondes, c'est un aspect hyper important du boulot, mais finalement, je sais pas pour vous, mais moi, dans un roman, ce qui va m'entraîner, ce qui va faire que je vais m'attacher à un roman, ce sont des personnages. Et la science-fiction ou le fantastique, on teste les limites de l'humanité aussi. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains quand par ailleurs on est un cyborg, quand par ailleurs on est un loup-garou, quand par ailleurs on est un mutant ? Qu'est-ce qui nous rend humains ou non humains ? Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, en SF, mais aussi en fantasy, mine de rien. Donc à chaque fois, c'est ça que je creuse, parce que je vais dans des univers qui sont très différents. Mais en même temps, je pense que dans ces univers, il y a toujours certains thèmes que je retrouve. Il y a toujours du voyage, par exemple, souvent. En tout cas, il y a pas mal de quêtes de liberté aussi, il faut être honnête. Et puis, il y a des personnages qui sont souvent des personnages un peu marginaux aussi, un peu en marche. Et où justement, ils se demandent qu'est-ce qui fait d'eux. Toujours des êtres humains, en fait. Questionner l'humanité au travers de toute cette galaxie de personnages bizarres. Bon, en plus, c'est super cool d'écrire des cyborgs. Oui, voilà, enfin, je trouve, en tout cas, en tant qu'auteur. Et puis, aussi Magellan, tout mon univers de Space Up, à la base, j'ai commencé à le développer en nouvelles. Et j'aime bien cette idée qu'il y ait une petite galaxie de nouvelles qui tourne autour du roman. Donc, a priori, il va y avoir encore quelques nouvelles dans le même univers. Cool, voilà. Voilà, c'est vrai qu'en tant que lecteur, c'est toujours très intéressant parce qu'on a l'impression que c'est plus réel, on va dire, parce qu'il y a plein d'histoires qui se connectent ou qui se connectent moins des fois. Mais ça, ouais, effectivement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans les nuages de Magellan, c'est de pouvoir retrouver effectivement des petits morceaux, dans des nouvelles à côté. Après aussi, sur la construction de monde, qui est une bonne part du boulot en imaginaire, je pense que quand on construit un monde, et je suis pas la seule autrice à le dire, c'est souvent on connaît beaucoup plus que ce qu'on met dans le roman au final, en fait. Et il y a plein d'endroits du monde qu'on ne peut pas explorer dans un roman parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un roman, sinon il exploserait. Et donc, tous ces endroits du monde-là, par moment, on a envie de les explorer. Donc, soit on écrit des nouvelles, soit on écrit un deuxième roman d'1 million de signes, dans le cas de Boët. Voilà. C'est aussi une autre possibilité. Il y a d'autres époques qu'on a envie d'explorer. Donc, là, c'est vrai que la grande piraterie, il y a quand même beaucoup de lecteurs et de lectrices qui m'en parlent. Donc... Et voilà, c'est vrai que moi, effectivement, quand j'ai lu le roman, alors, pourtant, effectivement, pour un roman assez court, surtout par rapport au Seigneur de Boët, que j'avais lu juste avant, oui, donc, voilà, il y a un peu plus court. C'est quand même plus court. Mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses dans le monde. Enfin, c'était un monde quand même très riche pour le peu de pages. Enfin, on a l'impression que c'est un monde où il y a beaucoup de choses derrière. Voilà, même si on l'explore pas forcément à fond, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses derrière, dont effectivement la grande piraterie. Donc, je lisais les quelques passages, les quelques anecdotes qu'on a sur la période donc, qui est antérieure au livre. Et donc, je savourais effectivement tous les passages avec joie. Donc, effectivement, si bientôt, dans un avenir vraiment pas, voilà, parce que là, on attend. Il faut le temps d'y réfléchir, tout ça. Et ça sera vraiment, là pour le coup, si ça se fait, ça sera vraiment un roman indépendant qui sera complètement centré sur la grande piraterie, enfin, voilà. Mais c'est, voilà, quand je construis un monde, j'ai mes 2 tonnes de carnets de notes. Et dans mes carnets de notes, il y a vraiment toutes les histoires de l'univers, en fait. Il y a donc 3 siècles plus tôt, il s'est passé ça, 4 siècles plus tôt, il s'est passé ça. Il y a des trucs qui n'iront jamais dans aucun roman, mais qui sont là, bien rangés dans mes carnets de notes. Donc, voilà, et puis peut-être qu'un jour, je vais en ressortir certains. Et voir ce qu'il y a dedans, me replonger dans ce qu'il y a dedans. Ouais, comme beaucoup d'auteurs, tu es très carné. Ah oui, non mais je suis à mort carnet par contre, un carnet, brouillon papier. Quand j'écris un livre, je suis très petite fiche de notes aussi qui sont placardées partout sur mon bureau. Voilà, donc je suis mur de fiches de notes, c'est atroce. Et ouais. Et donc voilà, j'ai un carnet par contre souvent par univers, comme j'ai beaucoup d'univers, ou plusieurs carnets. Dans le cas de Boën, il y a carrément le carnet des monstres, donc le carnet de l'univers, le carnet des personnages, enfin. Par thème de l'univers. Ouais, il y a le carnet du second continent, comme on va sur le second continent dans le deuxième. Donc il y a vraiment des tonnes de carnets. Très bien. Du coup, effectivement, en parlant donc d'histoire, donc tu construis des mondes. Comment est-ce que tu choisis quelle partie de l'histoire
tu racontes? Parce que effectivement, je suppose que c'est compliqué quand toi tu connais des milliers d'histoires dans ton monde. Comment tu choisis quelle partie tu racontes et quelle partie malheureusement tu racontes pas? Alors, ça dépend vraiment des romans. Là où j'ai vraiment galéré pour trouver ça, c'est sur un de mes plus anciens romans qui est Un éclat de givre, qui est une sorte de Paris d'après l'apocalypse. Où là, j'ai fait toute la carte de Paris et pour savoir dans quel quartier j'allais, quel personnage j'allais suivre, ça a été une vraie quête pour le coup. Et puis après, il y a un personnage qui s'est imposé, donc ça a fait le roman. Là, pour Magellan, c'est plus l'idée qu'on était parti sur vraiment la première image que j'ai eue, en fait, c'est celle de Dan qui est coincé sur son planétoïde rouge avec cet astroport en ruine. Donc, c'était de partir déjà d'une époque où il y a eu une première époque de voyage, mais ils se sont arrêtés. Et voilà, et dans toutes les images de ce monde, il y en avait une qui était plus présente que les autres. C'était l'astroport en ruine sur le planétoïde rouge et cette fille qui rêve aux étoiles. Et notamment, il y a un court-métrage qui m'a beaucoup marqué, que je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui était sorti dans les années 90-2000, qui s'appelait Star Suburbs. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Pas du tout. Et ça devait être le grand film de science-fiction française, tout ça. Mais le réalisateur a une vie un peu bizarre et puis ça s'est arrêté. Et il y avait une image, c'était une petite fille dans une sorte de banlieue de l'espace, justement, qui rêvait aux étoiles. D'accord. Et cette image-là m'avait beaucoup marquée. Et je pense qu'elle m'était restée un peu en tête. Et donc cette idée de Dan qui rêve devant ces grandes arches qui se finiront jamais. Voilà, c'est de là que l'histoire est partie. Et après, j'ai eu j'ai eu à suivre l'histoire, à voir où elle allait. En fait. D'accord, voilà, c'était vraiment cette image-là qui t'a... Voilà, c'est cette image-là qui a été mon ancrage dans tout cet univers. Dans tout cet univers foisonnant que j'avais en tête. L'image de début, tout à coup, elle s'est imposée, c'était celle-là. Bon, après, il y a eu le prologue, qui était la dernière chose qu'on a dit. D'accord. Comme souvent les prologues, effectivement, il y a pas mal de... Ah ouais, et puis le prologue, vraiment, on l'a cherché, on s'est pris la tête. Enfin, c'est toute une aventure en soi. Une belle aventure. Du coup, dans l'écriture, justement, est-ce qu'il y a une scène qui a été dure à écrire? Le prologue. Le prologue, voilà. Vraiment, c'est celui-là. Voilà, on sentait qu'il manquait... En fait, au départ, il n'était pas là, le prologue. On commençait sur Dan dans son planétoïde. Mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Et il manquait... L'idée, c'est qu'on voulait partir sur vraiment une image forte. Et qui donne une sorte d'explosion. Et puis ensuite, on repart. D'accord. Et Dan sur son planétoïde, le problème, c'est que ça donne pas le côté explosion, quoi. Oui. Voilà, parce qu'elle est dans un côté très nostalgique, elle est dans un côté très rêveur. Et donc, on cherchait ça. Donc, on a vraiment essayé plein de choses. Par exemple, est-ce qu'on commence sur le moment où elle est en train de fuir dans le vaisseau, avec Liliane? Mais non, c'était pas vraiment ça. Et on a eu cette idée du prologue, je ne sais plus du tout comment maintenant. Donc, on en a parlé un jour où je rentrais du CNC, du Centre national de cinématographie, rien à voir. Et avec la directrice de collection, donc Stéphanie Nico, on s'appelait, alors que j'étais sur le carrefour d'Enfer Rochereau à Paris, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, vous savez le bruit qu'il y a sur le carrefour d'Enfer Rochereau. Donc j'étais là avec un de mes carnets de notes, celui du moment, mon téléphone, et on était en train d'essayer de s'entendre au travers du tumulte des voitures. Et c'est là vraiment que le prologue a pris forme, et je ne sais plus comment on est tombé sur l'idée, mais tout à coup on s'est dit, mais oui, c'est lui, quoi. Et une fois qu'il était là, il était complètement évident, en fait. Bon, d'ailleurs, le prologue est assez tumultueux aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. Et je suis rentrée chez moi, je l'ai écrit, je l'ai envoyé à Stéphanie, elle l'a corrigé. Mais une fois, par contre, on a trouvé l'idée du prologue, il y a ce moment où on a dit, mais oui, c'est lui, quoi. Mais on avait vraiment erré pendant des semaines et des semaines autour de comment commencer ce roman, en fait. D'accord. Voilà. Alors, c'est effectivement, ça tombe bien, notre émission aujourd'hui, c'était marrant. Hier, c'était la journée de la femme. Et les éditions Strineo m'ont envoyé une newsletter dans laquelle ton livre était mis en avant. Dans les livres un peu féministes, un peu... Strineo, déjà. Un peu, voilà. Alors, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, ça m'a pas forcément marqué, mais parce que, en grande partie, le fait que ce soit des femmes, les deux personnages principaux, ça pose de problème à personne. Et, enfin, voilà. Alors, en soi, effectivement, c'est féministe parce que c'est des femmes et qu'elles vivent la même vie qu'un homme. Mais est-ce que c'est un côté que tu as cherché à mettre en avant dans le livre, ou c'est juste que c'était des femmes parce que c'est tombé comme ça et en fait, c'est venu naturellement, mais je m'aperçois au fil du temps, plus j'avance, plus il y a des persos féminins différents qui arrivent dans mes romans.
Et ça, c'est une réflexion où j'ai beaucoup avancé grâce aux rencontres avec les lecteurs, aux rencontres avec les blogueurs, les blogueuses, aux tables rondes en festival. Donc c'est vraiment grâce à vous tous, toutes, le milieu de l'imaginaire. Parce que quand je suis arrivée, en tant que petite autrice, pour le coup, je voulais mettre en avant des persos féminins, parce qu'on en manque quand même encore beaucoup souvent en littérature. Et donc j'avais cette volonté-là au départ, mais finalement, avec le recul, je m'aperçois que j'en mettais pas tant que ça au début, et surtout, ils restaient toujours dans les cases habituelles des persos féminins. Ils avaient les défauts acceptables pour des femmes, parce qu'il y a des défauts chez les femmes qui passent mieux auprès des lecteurs. Voilà, ils restaient un peu encore sages, entre guillemets. Et au fil des tables rondes, au fil des rencontres, au fil des discussions, je me suis rendu compte que j'étais encore dans ces cases. Et par exemple, j'aime beaucoup Tia dans La Voix des Oracles. Voilà, c'est un perso que j'ai adoré écrire. Mais mine de rien, dans La Voix des Oracles, je me suis rendu compte qu'il y avait essentiellement un perso féminin fort, mais qui habitait encore dans tout un monde d'hommes. Voilà. Et ça, je m'en étais même pas rendu compte, parce que moi, déjà, quand j'écrivais La Voix des Oracles, je me suis dit, ouais, je vais mettre une héroïne et tout, qui va être un peu différente. Et puis, au fil des tables rondes, je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai fait une héroïne, mais qui vit que dans un monde de mecs. Et qui a encore les défauts respectables pour une femme, c'est-à-dire elle va être trop courageuse, trop fonceuse, mais c'est des défauts jolis, entre guillemets. Et tout à coup, c'était une fois où je rentrais des Imaginales, le grand festival pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est comme s'il y avait des portes qui s'étaient ouvertes dans ma tête, et derrière ces portes, il y avait plein de persos féminins que j'avais jamais eu l'idée d'écrire avant. Et c'est tous ces personnages, ils sont arrivés, et cette fois sans que je les cherche, en fait. C'est-à-dire que maintenant que je fais plus d'efforts conscients pour mettre des personnages féminins, ils sont là. Et quand j'ai fini le deuxième dans l'univers de Bohème, je me suis rendu compte que, en gros, le premier dans l'univers de Bohème, le casting est grosso modo 50% de femmes, 50% d'hommes. Et le deuxième dans l'univers de Bohème, il y a un petit peu plus de femmes, mais sans que j'ai fait exprès, en fait. D'accord. C'est vraiment venu naturellement. Il y a des femmes de tous âges, par exemple, alors que finalement, surtout dans les persos principaux en littérature, on est encore beaucoup sur des adolescentes ou des jeunes femmes. Et les femmes plus âgées, elles sont en retrait. C'est les grandes magiciennes, c'est Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Mais Galadriel, elle est en retrait, elle ne va pas combattre dans le monde. Et par exemple, j'adore les personnages de vieux guerriers sur le retour, façon Drus, dans Gemelle et tout ça. Mais finalement, c'est quasiment toujours des hommes. Et là, j'ai eu mon personnage de vieille capitaine pirate, couturier de prothèses. Et quand elle est arrivée dans ma tête, elle est arrivée en étant une femme déjà. D'accord. Je ne me suis pas forcée du tout, en fait. Donc maintenant, je mets plus de femmes, mais sans vouloir en faire une déclaration d'intention. Maintenant, ça vient naturellement. Et en tout cas, je trouve, c'est super cool à écrire. J'adore justement écrire toutes ces femmes variées et tout. Et voilà, dans le deuxième Bohème, il y a, pour ceux qui ont lu le premier, notamment, et suite à une rencontre d'ailleurs à la remise du Plib, j'ai encore développé Lantane, donc la Morgane âgée et tout ça, donc je l'ai encore plus développé. Il y a Célène, la juriste aveugle aussi, qui a pris plus de place et tout. Enfin, voilà, tous ces personnages féminins différents qui ont pris de la place, mais même sans que j'aille me forcer pour ça, en fait. De manière naturelle. Voilà, c'est vraiment devenu naturel. Et ça, là, parce que dans les nuages de Magellan, c'est naturel. Enfin, on se pose pas la question de savoir est-ce qu'elles ont leur place ou pas. Elles sont là. C'est vraiment ça se ressent aussi. C'est vraiment naturel. C'est au fil des discussions, donc et des tables rondes. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, dans le monde, il y avait un peu 50% de femmes. Et oui, non, c'est bête, mais que dans les romans, c'était souvent pas le cas, et que aussi très souvent, on s'interdisait quelque part, même inconsciemment, de mettre des femmes à cause de plein d'idées préconçues. Et par exemple, c'est un exemple que je prends souvent. Donc, vous avez peut-être entendu, désolé. Je ne sais pas si vous voyez Gladiator, le film. Voilà. Et donc, Gladiator, on parle beaucoup de romans historiques aussi en table ronde, et notamment de pourquoi il n'y a pas de femmes dans le roman historique. En général, l'argument de lecteur dans l'Assemblée, souvent des hommes, c'est oui, non, mais parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas d'importance dans la société. Donc, par exemple, dans Gladiator, il n'y a pas de femmes parce que, c'est des gladiateurs, quoi. Sauf qu'il y avait des gladiatrices. D'accord. Ça a vraiment existé. Alors que, par contre, il y a une chose qui était absolument impossible dans la société romaine, c'est un général qui devient esclave. Parce que c'était une société qui était... Oh, pardon. Qui travaillait vraiment en caste. Et donc, un patricien ne pouvait pas devenir esclave, ça aurait déséquilibré toute la société romaine. Et qu'est-ce qui fait que nous, en tant que lecteurs encore, ça va nous paraître plus naturel, ou en tant que spectateurs, je veux dire,
d'avoir un général qui devient esclave plutôt que d'avoir une gladiatrice. Et oui, parce que c'est vrai, et même voilà, moi en tant que lectrice, je ne savais pas qu'il y avait des gladiatrices à Rome. Voilà, Parce qu'effectivement, comme j'étudie l'histoire principalement à travers les romans, c'est pas bon. C'est effectivement, mais on sait que c'est pas juste. C'est quand même la vision que la plupart des gens ont du monde, historique ou pas historique, ou d'autres pays même actuellement et tout. Et c'est voilà, du coup, je pense effectivement c'est dommage de se priver de toute cette partie-là. Bah, et c'est vrai que je suis une grosse fan de romans historiques, mais même au départ, je me disais, je lis des romans où il n'y a pas de femmes, mais c'est normal parce que c'est des époques où on les voyait très peu. Et en fait, en creusant ça et en le creusant beaucoup grâce au festival, vraiment et aux rencontres, je me suis rendu compte que j'avais une vision du monde qui était déformée par la manière dont le monde nous était raconté. Mais la manière dont le monde nous était raconté, ça ne veut pas dire que le monde était comme ça, ou que le monde est comme ça. Et aussi, mine de rien, en présentant des romans où on met plus de personnages féminins en avant naturellement, déjà, on a des romans qui sont plus proches du monde tel qu'il est. Donc, qui pour moi, en effet, de crédibilité et de réel, finalement, plus gros. Et mine de rien, on met notre petite pierre à l'édifice pour habituer tous les lecteurs et toutes les lectrices au fait que, ouais, il y a des femmes qui existent, qui ont tout le temps existé et qui même peuvent faire des choses, c'est incroyable. C'est fou, hein. Voilà, les femmes font des choses. Voilà, et c'est ça. Et autre que des enfants. Oui, et aussi, c'est vraiment questionner notre perception du monde et se dire que, voilà, il y a des idées qu'on a tellement dans notre tête qu'on les questionne même plus. C'est ça. Et parfois, elles sont complètement fausses. Donc, l'exemple des gladiatrices. Voilà. Et je pense effectivement la lecture, l'écriture contribue énormément à ce que les gens savent, même de leur propre vie, voilà, de leur propre monde. Et à la construction du monde, en fait. Et quand on dit oui, non, mais moi, je me pose pas ces questions, donc je fais de la fantaisie à l'ancienne avec un héros guerrier qui va sauver l'humble princesse et tout, mais parce que je fais de la fantaisie neutre ou de la SF neutre. Non, c'est pas neutre en fait. Quand on perpétue les vieux clichés, on contribue à justement perpétuer cette vision quand même assez faussée du monde. Et voilà, en roman, c'est pas neutre. Et disons, si on ne croit pas que les romans, que les histoires qu'on raconte, elles ont le pouvoir d'influencer le monde, quelque part, pourquoi on est auteur, quoi. Enfin, voilà. Tout à fait. Mais heureusement que vous êtes là, parce qu'effectivement, ça questionne beaucoup. Moi, effectivement, je lis principalement de la fantaisie, de la SF, des littératures de l'imaginaire. Effectivement, la réflexion que j'ai, la plupart des gens qui en lisent pas, c'est mais pourquoi ça t'intéresse? C'est pas le monde réel, ça te fait pas réfléchir. Et au contraire, je trouve que ça fait beaucoup plus réfléchir. Enfin, pour moi, je vois des histoires même qui se passent dans le monde réel. Le monde réel, on le connaît plus ou moins, mais on a une bonne vision. Alors que aborder les cyborgs, aborder des anciens pirates, voilà, ça permet effectivement de se questionner sur des questions qu'on ne se pose pas forcément aujourd'hui, mais qui sont quand même d'actualité dans notre monde. C'est ça. Et ce que j'aime dans la littérature de l'imaginaire, c'est qu'on peut sortir de sa carcasse, en fait, qu'on n'est plus des Françaises du XXIe siècle, vivant en banlieue parisienne, par exemple, mais qu'on essaye d'aborder le point de vue de quelqu'un d'autre et de voir comment quelqu'un de radicalement différent va envisager le monde, l'humanité, va envisager les grands enjeux qui nous concernent tous. Donc, qu'est-ce que ça va être pour lui la liberté? Qu'est-ce que ça va être pour lui une société égalitaire, par exemple? Donc, d'envisager les choses sous un angle différent et de s'apercevoir que notre point de vue, c'est notre point de vue qui a été fabriqué, mine de rien, par toute notre éducation, par le monde dans lequel on a vécu. Et de permettre des choses qu'on considère comme acquises, de pouvoir les remettre en cause aussi, et de pouvoir se questionner dessus. Et de se dire, tiens, si on essayait de voir les choses sous un angle un peu différent, quoi, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà. Donc voilà, on parle effectivement, c'est à toi en tant qu'auteur effectivement d'imaginer, de poser des questions pour que nous, on s'en pose derrière. Moi, un des petites originalités, on va dire, du livre que j'ai beaucoup aimé, on parle un peu effectivement de vaisseaux, on parle des anciens vaisseaux, effectivement des vaisseaux sapiens, voilà. Donc ils communiquent avec leurs pilotes, et dans tes vaisseaux, il y a un écosystème, il y a dans plusieurs vaisseaux qu'on croise, il y a des arbres, des plantes, des arbres, des animaux, même des petites bestioles, je crois, qui vivent dedans. Je trouvais ça très, très sympa de mettre... au lieu de mettre une machine qui renouvelle l'oxygène et une machine qui fuit sur le carbone, de mettre cette petite touche de nature au milieu des vaisseaux spatiaux. Je trouve ça très sympa. Après, il y a, la nature en SF, justement, il y a une grande tradition de faire exister la nature en SF. Pareil, dans les choses qui m'ont beaucoup marqué en SF quand j'étais enfant, c'est une nouvelle, donc dans Chroniques martiennes, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et donc, Chroniques martiennes, c'est... Le nom de l'auteur m'échappe alors que c'est un grand classique, donc j'ai honte. Mais en gros, c'est
toute une série de nouvelles sur les hommes qui arrivent sur Mars. Et il y a une nouvelle qui m'avait beaucoup marquée. C'est un homme qui fait pousser des arbres sur Mars. Et qui fait pousser une forêt sur Mars. D'accord. Et il y a ce mélange justement de nature et de science, de technologie et de science-fiction. Et comment, pour que l'humanité puisse survivre sur Mars, il fait pousser cette forêt, mais pas que pour des raisons pratiques et techniques. Il y a aussi vraiment le besoin presque, psychologique de nature, en fait, dans cette nouvelle. Et elle est super belle. Et moi, je l'ai découvert, je crois que j'avais 8 ans ou un truc comme ça. Donc ça m'avait énormément marqué. Ce besoin de nature, même dans l'espace. Oui, de se reconnecter à quelque chose. Voilà, et ça fait partie des grosses influences de science-fiction que j'ai. Donc forcément, c'est revenu. Voilà. C'est bien que c'est revenu. Ouais. Et je vous encourage vraiment à lire Chroniques martiennes pour tous ceux qui aiment la SF. D'accord, bon voilà, donc du coup, dans les dernières questions, effectivement, à part Chroniques martiennes, est-ce que tu as quelque chose de plus récent, ton dernier coup de cœur en SF, fantasy, fantastique, Alors, mon dernier coup de cœur en imaginaire, j'ai hélas eu beaucoup moins le temps de lire que ce que j'aime d'habitude dans l'année qui vient de s'écouler. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que je vais arrêter d'écrire du pavé dans Million de Titres. Après, c'est pas trop un secret pour ceux qui m'ont parlé, dans les auteurs qui pour moi sont arrivés très forts, et d'ailleurs dans les autrices qui sont arrivées très fort et qui vont tout éclater dans les années qui viennent. Tous ceux qui m'ont rencontré, je pense, ont déjà entendu parler de Floriane Soulas. Oui, il faut lire, c'est une tuerie. Voilà, donc Floriane, les prochains romans qu'elle prépare, c'est des tueries. Elle m'a chouré mon bêta-lecteur. Non, on fait garde commune, de temps à autre, c'est bon. Et donc c'est comme ça que j'ai des infos en avant-première et tout. Et son prochain roman, ça promet d'être encore plus une tuerie. C'est-à-dire que Rouille, pour ceux qui ont déjà lu, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle arrivait très fort quand même. Et ça va être encore mieux les prochains, quoi. Donc elle a un potentiel de malade. Et en plus, elle est super sympa, et elle est hyper passionnée. Enfin, si vous l'avez croisée, c'est une énorme passionnée. On la croise, on a envie de lire 20 bouquins de plus quand on lui a parlé, c'est génial. Donc, gros coup de cœur pour tout ce que fait Floriane. Si vous aimez le space opéra vraiment humain, avec des vrais personnages aussi, il va sortir en poche bientôt, il est sorti en poche, je ne sais plus. Sinon, il est disponible aux Oniriques en grand format. La débusqueuse de monde de Luce Baster. D'accord. C'est super bien, c'est chez Mu Édition, qui est une très récente jeune maison d'édition, mais qui fait des choses assez différentes et qui fait des bouquins vraiment intéressants. Enfin, si vous aimez lire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire dans l'imaginaire, je vous conseille beaucoup d'aller parler aux gens de Mu. Le problème, c'est que vous risquez de repartir avec plein d'envie de lecture, mais ils font un très très chouette boulot. Et donc, ce que fait Luce aussi, j'adore. Et elle fait du space opéra avec vraiment de l'humanité à l'intérieur. Très haut en couleur en plus, enfin c'est très très sympa, donc autre gros coup de cœur. Et puis un dernier en fantaisie pure et dure, Des sorciers des hommes, Thomas Géa, c'est de la fantaisie, c'est cool. Voilà, c'est cool. Parfait. Écoute, merci beaucoup merci d'avoir parlé sur ce temps. Et puis, bon courage pour la suite du salon. Hein, merci, et puis merci de faire vivre les livres. Voilà. Merci.